Je suis parti d'une envie de voir des films et de les faire exister, plus que de construire une entreprise économique qui reposerait sur l'existence de films. Donc ça, c'est déjà un préalable. Effectivement, je vais me destiner aussi à la réalisation. Et puis, la production m'a happé. D'abord pour aider une amie, elle s'appelait Fina Torres, elle était vénézuélienne. Donc le premier film que j'ai produit, c'est pas en France, c'est au Venezuela. Et puis malheureusement, c'est une caméra d'Oracan, donc j'en ai fait un autre, et puis un autre, et puis un autre. Voilà. J'ai pas produit un cinéma national, j'ai produit un cinéma que j'avais envie de voir. Et c'était sans doute mêlé avec un engagement un peu plus politique. En tous les cas, tout aussi politique qu'esthétique. Parce que je me suis retrouvé au Chili, en Amérique latine, à la fin de Pinochet. Je me suis retrouvé à travailler, par exemple, avec des dissidents égyptiens sur un sujet qui s'appelait Versant Sud de Liberté. Je me suis retrouvé, bref, dans des endroits du monde où politiquement il se passait des choses, et quand je suis arrivé en Bulgarie, c'est un peu la même histoire. Je ne suis pas arrivé avec l'idée de monter une production et puis de faire des films français, pas du tout. Je suis arrivé parce que j'étais au Fonds ECHO, et c'est pas mal ça, le Fonds ECHO, parce que c'était une volonté politique française d'aider, après la chute du mur, les cinéastes, les productions de l'Est, où c'était un peu difficile à ce moment-là économiquement. Arte est une chaîne européenne qui est financée à moitié par de l'argent public français et à moitié par de l'argent public allemand. C'est la seule chaîne qui existe en Europe qui ne relève pas d'un droit national, mais qui relève du droit européen. Ce qui fait que nous échappons à l'obligation française d'investir de l'argent dans le cinéma, mais nous le faisons de manière volontaire puisque nous investissons environ 5% de notre budget dans la production de films de cinéma. Donc plus que la réglementation ne vous obligerait à le faire si vous étiez français. Voilà. kontaan naa ci bég naa ci li ma leen di ñaanil mooy leen seen mbégte laa wax dégg nga ak seen bànneex na ngeen ko wañ ba tuuti. Le film Yen, c'est un film qui a de l'argent allemand, qui a de l'argent belge, qui a de l'argent canadien, qui a de l'argent hollandais, Film Compagnie, une petite chaîne, des PRO, qui a de l'argent français, qui a de l'argent italien. Donc voilà, c'était ça un peu pendant toutes ces années, d'aller dans des pays très divers, à chercher des petits moyens, chacun donnait ce qu'il pouvait. Maintenant, je vous dis les deux derniers films que j'ai produits, c'est un documentaire au Tchad, voilà, qui était... Par hasard, on s'est rencontré avec le réalisateur, avec un producteur français qui s'appelle Xavier Carniot, qu'on ne connaissait pas du tout.
Voilà, on s'est assis à la table, aucun n'avait vraiment envie de faire le film, mais on s'est regardé dans les yeux, puis on s'est dit, allez, on va aider ce jeune cinéaste. Il a eu la SCAM, qui était une bourse d'écriture de 5 000 €, si je me souviens, et tout le reste du financement, je l'ai trouvé dans mon pays, entre l'Office de la Culture, la télévision Revente, qui est toujours un fidèle partenaire de petites choses, et dans 2 fondations, d'un grand magasin qui donne et les affaires étrangères. Qui sont des petites sommes. Les petites sommes, le total du film, c'était moins de 100 000 €. Donc c'est un film quand même qui termine en 35, qui termine dans les grands festivals pour même pas 100 000 €. Le réalisateur a fait le film tout seul dans un camp au Darfour, avec une petite caméra, il a les 2 mois, il s'est immergé dans le... Donc c'est un film un peu particulier. Mais encore une fois, je ne peux que répéter ce que Patrick a dit, ce que un peu tout le monde a dit, que c'est l'acte créatif qui compte, le désir, la radicalité, doivent être à l'origine d'un film pour arriver à convaincre. Je m'attache très certainement aux hommes qui font les films, essentiellement aussi à leurs idées. Moi j'ai fait une bande, parce que je crois que les gens me connaissent en Bulgarie, mais ils me connaissent sans doute d'une façon très très différente que la bande que j'ai préparée. Donc je vais m'excuser, j'ai préparé une bande un peu longue. Les rencontres internationales Henri Langlois, c'est donc un festival international de films d'école de cinéma. Nous en sommes cette année à la 31e édition et ce festival est resté fidèle au choix qui avait été fait par son créateur, Henri Langlois. Henri Langlois que tout le monde connaît parce qu'il est le créateur de la Cinémathèque française et l'initiateur, ou l'inspirateur en tout cas, de beaucoup d'autres cinémathèques dans le monde, qui avait cette idée d'offrir au public les différentes cultures du monde à travers le prisme, l'œil de la jeunesse, de toutes les réalités sociales, économiques, culturelles des pays dans lesquels elles vivent et où leur imaginaire se forme. On n'a fait que continuer un travail en le modernisant et en étant attentif à la manière dont aujourd'hui aussi les conditions de la production ont changé, la manière de faire des films. L'envie, elle, des créateurs n'a pas disparu. Il y a toujours la même volonté, le même désir. Je me souviens être venu il y a 15 ans avec des films d'Abbas Kiarostami avant qu'il ait les Palmes d'Or, etc. Ça, c'est des exemples de cinéastes qui se déplacent. Abbas Kiarostami, il fait des photos, il fait des installations, il refait des films, il fait des documentaires, il se déplace. Et on voit ses films dans le monde entier. Parlons de Ruiz. Ruiz, vous lui donnez un paquet de cigarettes, il fait un film avec l'argent d'un paquet de cigarettes, et vous lui donnez 10 millions d'euros, il fait des films avec 10 millions d'euros. C'est Raoul fait, je sais pas, a dû faire 65 films. Pourquoi Raoul Ruiz et pourquoi pas les autres? L'autre film, je voulais vous montrer un extrait de ce film-là, mais on ne m'a pas permis. On va peut-être pouvoir maintenant. Et celui-là, il a été développé à l'intérieur d'un atelier. C'est un film qui s'appelle Pas douce, d'une jeune réalisatrice suisse basée à Lisbonne. J'ai voulu produire des films de jeunes Suisses les plus talentueux de la Suisse francophone, des films à 300 000 – 400 000 € en me disant ces films-là, on peut les faire tous les années. J'aime que les cinéastes travaillent ensemble. Donc, je voulais produire des films un peu comme Roger Corman et tout ça, un producteur au centre avec une vraie force. Et puis quand on a peu d'argent, ça veut dire qu'on a peu d'argent pour payer les stars, il y a peu d'argent pour payer les décors, donc d'autant plus il faut être pertinent sur le choix des sujets qui doivent être forts, en prise sur la réalité. Sur les 15 jeunes réalisateurs suisses francophones que j'invitais à cet atelier, 12 ou 13 m'ont répondu qu'ils étaient plus intéressés à conquérir le marché francophone de la France, de faire des films à 3-4 millions d'euros. Donc il y avait peut-être historiquement, mais en tout cas il y a 3-4 ans quand j'ai fait cette proposition, les jeunes auteurs n'étaient pas intéressés à ça. Ils disaient les films pas chers, on peut les produire tout seul, on n'a pas besoin d'un producteur. En quel cas ils se trompent gravement. Sur les critères pour coproduire un film bulgare, c'est avant tout le scénario, la qualité du scénario. Ce qu'a montré Luc tout à l'heure, l'extrait du court-métrage du jeune bulgare, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. J'aimerais beaucoup voir ces films pour connaître
le travail de ces gens, donc c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a aucune difficulté particulière. Pour vous donner un exemple, j'ai coproduit le premier film fait au Paraguay depuis 30 ans par une jeune fille qui n'avait jamais rien produit. Le film s'appelle Hamaca Paraguaya. Je suis en train de regarder le premier film produit au Costa Rica et nous avons produit le premier film produit au Sri Lanka, pareil, depuis 35 ans. Donc pourquoi pas avec la Bulgarie, il suffit de nous envoyer des scénarios par le biais d'un producteur français. Donc voilà. Il n'y a aucune difficulté particulière. Je reprends le mot de Michel Rien, qu'il va falloir que les créateurs qui veulent rester des auteurs, qui ont des choses à dire, que les producteurs qui les accompagnent se radicalisent dans l'histoire, dans la façon de faire le film. Les auteurs, quels qu'ils soient, où qu'ils soient dans le monde, ceux qui ont une vraie force, ils y arrivent, quels que soient les moyens. Là où il faut faire attention à ce libéralisme que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est pas que pour la culture, c'est pour la société. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. Il faut une réimplication, non pas de l'État totalitaire, mais de l'État au sens le plus démocratique, le plus intelligent. Il y a une phrase dans l'extrait que tu as montré tout à l'heure, que j'ai tout de suite noté, qui est vraiment magnifique, qui dit « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude ». Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. L'économie du cinéma indépendant fonctionne sur du long terme. C'est-à-dire qu'il s'agit la plupart du temps de produire des œuvres. Ces œuvres, on s'en rend compte à travers l'histoire du cinéma, sont des œuvres qui sont amenées à durer. Et il y a beaucoup de films comme ça qui connaissent une sortie en salle extrêmement fragile, toute petite, avec très peu de spectateurs en salle, une diffusion télévision quand elle existe qui est assez confidentielle. Mais on se rend compte que ces œuvres elles restent dans l'histoire du cinéma, elles ressortent des années après, elles sont réévaluées, elles sont regardées différemment et on se rend compte comment elles sont représentatives non seulement de l'individu qui les a faites, de ceux qui les ont produits, mais elles sont aussi représentatives de leur époque. Et souvent, elles sont incroyablement prémonitoires. Ce sont des films qui seront vus pour ce qu'ils valent vraiment plus tard. Et il faut savoir que c'est pour le plus tard aussi qu'on travaille d'une certaine manière.